Bonjour tout le monde. C'est vraiment un honneur, en fait, d'être parmi vous aujourd'hui. Merci au Conseil du statut de la femme de faire de la place à la relève en recherche sur les enjeux qui touchent aux inégalités entre les femmes et les hommes. Alors, ma présentation va porter sur les inégalités économiques entre les hommes et les femmes, mais plus précisément à ce qui se joue, en fait, au cœur des familles. Puis, on va aussi se demander, en fait, comment est-ce que les allocations familiales peuvent ils vont entrer en fait dans la gestion de l'argent au sein des couples, puis entrer en relation aussi peut-être avec les inégalités économiques. Alors, je vais commencer par une mise en contexte en fait où on touchera aux transformations familiales, aux modes de gestion de l'argent, puis aux différentes normes sociales de genre. Par la suite, je vais vous présenter la méthodologie que j'ai utilisée pour mon mémoire. On va penser ensuite aux résultats. Il sera d'abord question des inégalités économiques au sein des familles, puis au rôle et à l'impact des allocations familiales, avant de conclure la présentation. Donc, tout d'abord, on en a déjà parlé beaucoup ce matin. En fait, on sait les inégalités entre les hommes et les femmes, les inégalités économiques sont bien documentées. On a parlé, entre autres, des inégalités qui étaient plus par rapport aux revenus de marché, à ce qui était aussi lié aux responsabilités familiales. Puis, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la vie de couple puis la vie de famille peut aussi venir jouer sur ces inégalités. Donc, en fait, les transformations familiales sont vraiment au cœur de la diversité des modes de gestion de l'argent au sein des familles. Donc, on est passé, en fait, d'un modèle qui était assez, disons, au cours du 20e siècle, il y a eu comme une espèce de moment où on voyait un peu comme le modèle de l'homme pourvoyeur, comme l'espèce de modèle où on expliquait la gestion de l'argent. Il y avait une espèce, on voyait ça comme une unité économique, il y avait une mise en commun des revenus et tout. C'est un modèle qui est resté longtemps puis qui est resté un peu dans nos mémoires, si on veut. Puis est venu, en fait, au cours du 20e siècle, en fait, une multiplication des modèles familiaux. Donc, on a vu une augmentation des conjoints de fait, une baisse dans la fécondité, l'entrée des femmes sur le marché du travail, etc. Puis, tous ces changements-là sont aussi accompagnés d'une multiplication dans les valeurs au sein des couples. Donc, on a vu, entre autres, une montée de l'individualisme, une montée de l'accent sur l'autonomie également. Puis tout ça, en fait, c'est également répercuté sur la gestion de l'argent au sein des couples. En fait, on a vu une multiplication des modes de l'argent au sein des couples. Donc, quand on étudie les modes de l'argent au sein des couples, on utilise souvent, en fait, différentes typologies. Puis, il y a une typologie québécoise qui a été développée par Hélène Bello, qui est celle que j'ai utilisée dans mon cas, moi, pour mon mémoire, qui présente, en fait, 3 principaux modes de gestion de l'argent, qui vient aussi avec différentes valeurs qui sont véhiculées par ces modes de gestion-là. Donc, on a tout d'abord une mise en commun des revenus. C'est un peu notre idée là, de l'unité économique, où là, on est beaucoup dans l'équité entre les conjoints, dans la solidarité. Mais ça peut venir aussi, par contre, avec différents drapeaux rouges. Par exemple, il y a un des conjoints qui peut prendre le contrôle davantage du mode de gestion, ou encore un conjoint qui aurait un plus petit revenu pourrait pas se sentir nécessairement légitime de disposer des ressources du couple. Par la suite, on a également une séparation des dépenses qui serait plus 50-50, où là, on est vraiment dans une égalité, entre autres, d'autonomie financière, mais également d'égalité, mais plus dans le sens où on est égal parce que chacun paie sa part, chacun paie exactement la même part. C'est ça notre égalité. Puis là, en fait, un des gros problèmes, c'est qu'on peut faire rentrer des inégalités structurelles au sein du couple. Donc, plus les écarts de revenus entre les conjoints vont se creuser, plus ce mode de gestion-là, 50-50 pour le partage de dépenses, va être préjudiciable pour le conjoint qui a le plus petit revenu, qui est la majorité du temps, plus souvent, en fait, les femmes dans les couples hétérosexuels. Puis finalement, on a une séparation des dépenses au prorata des revenus, en fait, où là, on essaie un peu d'aller chercher le meilleur des deux mondes. Mais encore ici, plus l'écart des salaires va se creuser entre les conjoints, plus ça va être difficile pour le conjoint qui a le plus petit revenu parce que il va lui rester moins de liquidité. En fait, une fois que toutes les dépenses communes vont être passées, il va quand même lui rester moins de liquidité. Puis, ça peut s'impacter après sur, par exemple, l'épargne qu'on peut faire ou l'investissement. Donc, quoi retenir de tout ça, en fait, c'est que chaque mode de gestion, en fait, vient avec des avantages, des inconvénients quant aux réalités économiques, en fait, des couples, puis il va aussi refléter les valeurs qui sont chères au sein des couples.
Puis à tout ça, en fait, s'ajoutent aussi des normes sociales de genre, en fait, qui vont guider également la gestion de l'argent au sein des couples. Donc, ce que certains chercheurs se sont rendus compte tout d'abord, c'est que les couples parlent assez peu d'argent. Souvent, ils vont plutôt dire, bon, ça s'est installé tout seul chez nous, ça s'est fait de façon organique, la façon qu'on gère l'argent, c'était naturel, tu sais. Puis en creusant un peu, ces chercheurs-là, ce qu'ils se rendent compte, c'est que souvent, ça vient aussi avec une espèce de réponse à des normes sociales qui sont liées au genre. Donc, il y a des chercheurs, en fait, Wes et Zimmerman, qui ont parlé de la performance du genre, le doing gender, où là, on est vraiment on essaie de répondre inconsciemment à ce qu'on s'attend de nous en fonction de notre genre. Puis quand on n'est pas nécessairement dans ces attentes-là, on ressent un certain tiraillement. Un exemple de mon mémoire, il y avait une maman qui travaille à temps plein, au doctorat à temps partiel. Elle sent qu'elle s'occupe moins des responsabilités familiales, des soins aux enfants, puis elle sent beaucoup de culpabilité. Elle sent ce tiraillement-là chez elle, dans sa famille. Donc, il peut y avoir un tiraillement aussi entre des valeurs d'égalité qui sont chères dans plusieurs contextes, puis également les normes sociales de genre. Puis, ce qui vient amener une espèce de normalisation d'un partage qui va être genré, en fait, du travail domestique. Par exemple, on se rend compte que souvent, un travail de consommation, qui va faire l'épicerie, qui va faire les courses, ça devient une affaire de femme parce qu'on le normalise, est meilleur là-dedans, je ne suis pas très bon, tu sais, ça fait partie de la personnalité. Par rapport aux allocations familiales, il y a une chercheuse, en fait, Frances Woolley, qui s'est demandé en 2004, est-ce que les allocations familiales sont plutôt un soutien qui serait féministe, dans le sens où là, on est là vraiment pour lutter contre la dépendance économique des femmes, ou plutôt qui viendrait avec un argument plus maternaliste. Là, ce qu'on se dit, c'est on verse l'argent aux mères pour s'assurer, en fait, que cet argent-là descende jusqu'aux enfants. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder aussi, à travers la gestion de l'argent, les allocations familiales, où est-ce qu'elles s'en vont? Est-ce qu'on vient soutenir les femmes pour le bien-être économique des femmes ou c'est plutôt dans leur rôle de mère, finalement? Donc, ce qui amène deux questions, en fait, pour le reste de la présentation. Tout d'abord, de savoir comment est-ce que la gestion de l'argent au sein des couples va contribuer aux inégalités économiques de genre au sein des familles. Puis ensuite, est-ce que l'aide envoyée par l'État sous la forme d'allocation familiale va soutenir ou va nuire au bien-être économique des femmes? Donc, maintenant, je vous présente la méthodologie que j'ai utilisée dans le cadre de mon mémoire avant de passer aux résultats. Donc, moi, j'ai utilisé une approche qualitative, en fait, pour mon mémoire. Moi, j'étais vraiment plus centrée sur l'usage et la signification des allocations familiales. Mais pour ça, en fait, je voulais vraiment contextualiser les allocations familiales dans la gestion de l'argent au sein des couples pour comprendre, elles s'emboîtent où, ces allocations-là qui rentrent dans les familles. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une approche qualitative avec des entretiens semi-dirigés, ce qui a permis justement d'observer différentes habitudes, différents comportements qui causent en fait un risque d'exacerber des inégalités économiques. Donc, rapidement, pour les critères de sélection, je voulais que les parents, un des parents reçoive les allocations familiales. Donc, ça prenait des parents qui avaient au moins un enfant. Comme je m'intéressais aux questions de genre, c'était des couples de sexes différents. Les allocations familiales, il y a une couche de complexité qui arrive lorsqu'on est dans des familles recomposées. Donc, pour garder ça un peu plus simple pour le cadre de ma recherche, ce n'était pas des familles recomposées, en fait. Puis finalement, c'était tous des parents qui étaient du Québec, sur le territoire du Québec, en fait. Pour les entretiens, c'était quand même des entretiens assez longs, ce qui a vraiment permis d'aller en profondeur. Puis comme on était en période de COVID, tout s'est déroulé par visioconférence. Finalement, pour l'échantillon, ça m'a donné un total de 7 femmes et 2 hommes qui n'étaient c'était pas des couples, en fait. C'était vraiment un seul des membres du couple. J'ai privilégié ça pour avoir une diversité, en fait, de situations. Ça a été un compromis à faire ici. Pour les parents, il y avait entre 26 et 43 ans, de 1 à 3 enfants, mais la plupart avaient 2 enfants. Des familles avec des enfants quand même assez jeunes, donc la majorité des enfants avaient moins de 5 ans. Pour les revenus médians, le revenu familial médian de mon échantillon était un peu plus haut que ce qu'on voit au Québec. Fait que c'était des familles qui étaient quand même confortables.
Par contre, moi, ce qui m'intéressait, entre autres, c'était les écarts de revenus au sein de la famille. Donc, j'en avais 4 qui avaient des revenus assez homogènes, donc où on est plus proche du 50-50, puis 5 avec des revenus hétérogènes, où là, 60% et plus du revenu venait de l'homme. Il n'y avait pas la situation inverse. C'était soit 50-50, soit c'était l'homme qui a une plus grande part des revenus. J'avais aussi certains couples conjoints de fait. La plupart étaient conjoints de fait. 2 couples mariés. Je voulais le spécifier parce que c'est souvent la séparation, en fait, que les inégalités au sein d'un couple peuvent éclater. Puis le statut conjugal peut avoir une influence là-dessus. Comment est-ce qu'on est protégé, en fait? Donc, pour les inégalités économiques au sein des couples, en fait, on va parler de ça, puis ensuite, on va passer aux allocations familiales. Ici, vraiment, ce qu'on retient, c'est que la gestion de l'argent au sein des couples peut être un terreau fertile, en fait, sur le maintien, même au renforcement des inégalités économiques qui existent au sein des couples. Donc, tout d'abord, dans mon échantillon, la vaste majorité, en fait, l'ensemble de l'échantillon avait une séparation des dépenses au prorata des revenus. Puis, on voit un peu ici comment c'était distribué. Donc, là, vous avez un peu le détail. Là, j'avais 4 couples 50-50, 3 60-40, puis 2 où là, l'écart était vraiment plus grand, 75-25. C'était à peu près distribué comme ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on est dans le 50-50, ben, c'est pas compliqué. Ça. On dit, bon, ben, chacun met le même montant, par exemple. Chacun contribue à la même façon dans le compte conjoint, par exemple. Quand on était dans le 60-40, là, c'était un peu plus avec l'intuition, justement, avec le côté organique, si on veut. Donc, il n'y avait pas un calcul très serré. On l'installe une fois, ce mode de gestion-là, puis ensuite, on le laisse un peu aller. Et là, pour les 75-25, bien là, on était vraiment plus dans le calcul plus serré. Puis en fait, ce qu'on sentait, c'est que pour ces femmes-là, en fait, qui vivent avec des conjoints qui gagnent beaucoup plus qu'elles, on sentait vraiment qu'il y avait, chez l'ensemble des couples, en fait, il y avait une volonté d'autonomie financière. On ne veut pas trop que l'autre se mêle des dépenses personnelles. Les dépenses communes, ça va. On veut garder nos dépenses personnelles pour nous. Mais pour ces femmes-là, avec un très grand écart de revenus, venait aussi la crainte, en fait, d'être dépendante. Ils étaient vraiment concernés. Ils ne voulaient pas se sentir dépendantes de leur conjoint. C'était important pour elles, l'autonomie, mais on dirait comme une couche supplémentaire. Par contre, ici, le bémol, en fait, à ajouter, c'est que même si on partage au prorata, généralement, le niveau de vie des couples va être ajusté en fonction de celui qui a le plus haut revenu et non l'inverse. C'est rare qu'on va dire, bon, ben, on ajuste en fonction des revenus de celui qui a le plus petit revenu. Ce qui fait que même quand on paie au prorata des revenus, bien, on se ramasse à payer beaucoup plus que ce qu'on aurait pu se permettre, par exemple, avec un autre partenaire dans notre vie. Ce qu'on constate aussi, c'est que malgré l'espèce de volonté d'autonomie puis d'être un peu séparé, c'est la séparation des dépenses, on voit ça comme, bon, ben, c'est notre argent puis on va contribuer ensemble. On voit que c'était pas nécessairement comme ça que ça se reflétait chez tous nos couples. Donc, on avait quand même des couples où la signification de l'argent était un peu plus floue. C'est comme, bon, ben, ton argent, c'est mon argent, tout ça, c'est commun. Puis, ça montre en fait une complexité, en fait, dans l'étude par le mode de gestion de l'argent. C'est difficile de mettre un couple dans une seule catégorie, en fait. Puis, là aussi, ça peut causer problème, notamment si les deux conjoints n'ont pas nécessairement la même vision d'à qui appartient l'argent. Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est à moi? Si un dit, bon, ben, c'est tout l'argent commun, je dépense comme je le sens, tu sais, mais ça ne peut pas être la même chose pour la conjointe ou le conjoint. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici? Bien, tout d'abord, on voit qu'on est très loin de l'espèce d'ancienne idée là, de unité économique, tu sais, puis on est vraiment plus dans non, on veut être autonome. Ensuite, bien, les modes de gestion ne sont pas tranchés au couteau. On voit qu'il y a des visions individuelles, des visions plus communes. Puis finalement, bien, que le choix de mode de gestion bien, a le potentiel, en fait, de faire entrer des inégalités économiques qui viennent de l'extérieur au sein de la famille, surtout chez nos conjointes qui ont un plus petit salaire que leur conjoint. Mais également, ce que je me suis rendu compte dans les entretiens, c'est que certaines sources d'inégalités pouvaient provenir plutôt de l'intérieur de la famille, notamment avec la façon dont les dépenses étaient partagées.
Donc, entre autres, un des exemples de ça, c'est que tout ce qui entoure en fait la gestion du matériel des enfants, c'est une responsabilité qui est féminine. Que ce soit pour les dépenses qui sont faites pour les enfants ou encore pour mettre en place des réseaux de partage. Parfois, ça peut être, bon, ben, j'ai ma cousine, j'ai ma sœur, j'ai mes amis, on se partage ça ensemble. Tout ça, c'est des responsabilités féminines. Parfois, les couples vont partager les dépenses qui sont plus fixes pour les enfants, des garderies, par exemple, ou de l'épargne. Mais ce qui est plus variable, donc des courses, des petites commissions comme ça, c'est vraiment plus les mères qui vont s'en occuper. Donc, ça vient avec une charge mentale supplémentaire pour les femmes. Et aussi, bien, certaines vont sentir que ça va diminuer leurs ressources économiques, puis elles le nomment. On a une citation ici, justement, dans ce sens-ci, qui nous dit « Mais lui, ben, il en reste plus que moi, mine de rien. C'est rare que c'est lui qui me demande de l'argent. C'est plus le contraire. Parce que moi, ben, j'ai les dépenses qui sont liées aux enfants. Donc, pour cette maman-là, c'est très clair que comme c'est sa responsabilité, ben, ça pèse sur ses capacités financières. » Puis ce qu'on voit aussi dans l'échantillon, c'est que dans les dépenses pour les enfants, il y avait une forme de normalisation de cette séparation-là. Ça ressortait un peu dans « elle est meilleure que moi pour s'occuper de ça » ou « bien, moi j'aime plus ça que lui, j'aime ça m'occuper de ça, je trouve ça le fun, les vêtements pour les enfants », tu sais. Donc, on vient normaliser cette espèce de séparation-là qui est très genrée dans les dépenses pour les enfants. Donc, on a un exemple ici d'un papa qui nous dit « le réseau d'entraide, c'est plus celle qui s'en occupe pour le coup. Parce que moi, ben, je suis pas très bon. Autant que je suis plutôt bon pour ce qui est la gestion des finances, du logement, la logistique du quotidien, l'hygiène, la santé. Pour le reste, donc le matériel des enfants, ben, je suis moins à l'aise. » Donc, on lit vraiment ça avec la personnalité, ce qui fait que ça peut être dur pour les principaux concernés, en fait, de voir que c'est un problème qui n'est pas juste lié à une question de personnalité, c'est un problème qui peut être lié au genre, en fait. Puis ensuite, un des exemples vraiment frappants que les femmes paient le prix de la vie parentale, en fait, c'est avec le congé de parentalité, en fait. Donc, ce que je me suis rendu compte dans mes entretiens, c'est que souvent, le partage du congé parental, là, était plus lié avec un argument économique. En disant, bon, ben, on veut que notre revenu familial, là, global, descende le moins possible. Puis comme, ben, c'est les femmes qui soit avaient des très bons congés offerts par leurs employeurs, ou soit avaient un plus petit salaire, mais c'était elles qui prenaient soit l'entièreté ou la vaste majorité du congé. Par contre, comme on disait tantôt, les couples parlent assez peu d'argent. Quand venait le temps de vivre les conséquences de cette baisse de revenus-là, ben, c'était les femmes, en fait, qui en payaient le prix. Il n'y avait pas de revisite du mode de gestion de l'argent. Puis on se souvient, c'est des gens qui disent on gère au prorata de nos revenus, mais on ne réajuste pas le prorata. Même quand le revenu passe à 5,5 %, on continue à se partager les dépenses de la même façon, même comme ce qui était avant, en fait, la baisse de revenus. Ce qui fait que c'est les femmes qui paient seul le prix de la parentalité, puis les conjoints ont comme le beau rôle d'aider. C'est ça qui ressort dans les discours. « Ah ouais, il est venu m'aider un peu pour telle dépense. » C'est un beau rôle quand même. Donc, plusieurs ont mentionné se sentir prises à la gorge durant ce moment-là. Certaines ont dit qu'ils ont pigé dans leur économie, mais d'autres ont dit être soulagées, notamment par les allocations familiales. Donc, qu'est-ce qu'on retient ici de cette section-ci? En fait, la gestion de l'argent au sein des couples, c'est un terrain glissant pour le maintien ou le renforcement des inégalités économiques. Les couples tiennent peu compte des inégalités structurelles, puis les femmes vont payer le prix aussi de la vie familiale. Donc, pour les allocations familiales, c'est là qu'on va se demander, bon, ben, est-ce que ça vient soutenir les femmes ou ça vient soutenir les mères, finalement? Puis, ben, ce qu'on se rend compte, c'est que les allocations, oui, vont vraiment soutenir l'autonomie des femmes, mais dans leur rôle de mère. Donc, il y a aussi un soutien aux normes sociales de genre qui vont continuer à se perpétuer. Donc, rapidement, les allocations familiales, qu'est-ce que ça représente ici? 2 pour les femmes, ben, je dis les femmes parce que, comme vous voyez, c'est 95 % qui les reçoivent, c'est la très vaste majorité. Donc, c'est 2 montants qui vont rentrer dans les familles ici. Ce qu'on retient, c'est des montants qui ont des budgets colossaux. C'est très financé par nos gouvernements. Puis, on voit qu'il y a des millions de bénéficiaires qui sont, pour la plupart, la vaste majorité des femmes. Également, dans nos 2 mesures ici,
Dans la politique, comment c'est décrit, c'est dans les deux cas, on dit qu'on donne l'allocation au parent principal. C'est comme ça qu'il est décrit. Mais qui est notre parent principal? Pour ces deux mesures-ci, en fait, ce qu'on dit, c'est que c'est automatiquement la mère, lorsqu'il y a inscription au directeur de l'État civil, on assume d'emblée que notre parent principal, c'est la femme. Donc, tout d'abord, ce qu'on se rend compte, c'est que les allocations familiales sont vues un peu comme un coussin financier au sein des familles. Puis, on le voit entre autres parce que c'est vraiment distinct d'un salaire chez les parents. Quand ça rentre, ça n'a vraiment pas la même signification. Ce n'est pas vu de la même façon. Notamment, ce n'est pas compté. Pour la majorité de nos couples, ce n'est pas compté dans la gestion de l'argent au prorata. On a seulement un couple qui en tient compte dans la façon qu'ils vont séparer leurs dépenses. Puis ça, ce que ça fait, en fait, c'est que ça peut arriver un peu comme un bonus pour les femmes parce que ce n'est pas budgété, ce n'est pas pris en compte dans la façon dont on se partage les dépenses. Donc, ça vient comme augmenter un peu la part du revenu des femmes. Donc, ça, c'est une des façons que c'est vu comme un coussin financier. Puis également, il y a certaines femmes qui peuvent y trouver des usages ingénieux. Comme ça arrive dans l'échantillon, l'ensemble, c'était les mères qui les recevaient. Puis, donc, c'est elles qui ont comme un peu leur premier mot à dire sur cet argent-là. Puis, un des exemples, ici, on avait une maman qui a dit qu'elle, comprenant pas trop pourquoi c'était à elle d'assumer, elle l'a senti, elle l'a nommé. Je ne vois pas pourquoi ce serait à moi d'avoir 55 % de mon salaire qui est diminué. Mon conjoint, pas vraiment, il n'a pas l'air de vraiment vouloir m'aider là-dedans. Je les aurais sûrement mis dans mon compte conjoint, mais là, je vais attendre. Quand j'aurai l'impression que j'ai gagné ce que j'ai perdu, bien là, je les mettrai disponibles à mon conjoint. Donc, on a un exemple ici de comment ça peut offrir un soutien financier, puis que ce soutien-là va évoluer. La signification aussi du soutien évolue. Donc, au début, j'étais en congé de maternité. Je te dirais que pendant mes 2 congés de maternité, c'était pas mal plus dur de mettre de l'argent de côté parce que tu tombes à 55 % de ton salaire. Donc, les allocations aident à être moins prises à la gorge. Mais là, il y a une évolution. En étant à l'emploi à temps plein, puis en étant plus en congé de maternité, ça a évolué dans le sens où j'en ai plus besoin des allocations familiales pour arriver. Néanmoins, les allocations familiales ont aussi une signification qui est très liée à la famille. Donc, même si ça rentre du côté des femmes, ce n'est pas vu comme l'argent des femmes, c'est vu comme l'argent de la famille, en fait. Puis, ce qui fait aussi que on vient un peu renforcer cette idée-là que l'argent doit être dépensé pour les enfants, ou du moins pour des budgets pour la famille. Dans certaines familles, les femmes s'incluaient un peu là-dedans en disant, moi, si je suis soutenue, ça bénéficie à ma famille. Mais il y en avait d'autres qui disaient, oh non, ça c'est vraiment pour mes enfants, ça va être pour ses études, ça va être pour ses dépenses, des projets spéciaux. Moi, je ne touche pas à ça, tu sais. Ce que ça vient faire, entre autres, c'est que ça peut contribuer, en fait, à légitimer le fait que les femmes s'occupent des dépenses pour les enfants et des dépenses pour la famille, en fait. C'est comme si on continue à cogner sur ce clou-là, finalement. Donc, on a ici un exemple très clair, en fait, d'une maman qui nous disait, niveau dépenses pour les enfants, c'est moi qui reçois l'allocation. Donc, vu que c'est de l'argent qui est dédié aux enfants, c'est moi qui paie la garderie, puis tout ce qui est en lien avec les enfants. Donc, ça rentrait, puis c'était comme un peu, ça tombe dans ma cour à moi, il faut que je m'en occupe, c'est de l'argent familial. Donc, il faut que je m'occupe de ces dépenses-là aussi. Donc, oui, ça apporte un soutien financier, mais ça peut néanmoins renforcer les normes sociales de genre. Donc, ce qu'on retient là-dessus, en fait, c'est que les allocations familiales, oui, peuvent offrir un soutien financier aux femmes, étant donné, en fait, que c'est elles qui paient le prix de la maternité. Mais les allocations familiales peuvent aussi soutenir, en fait, des normes sociales de genre qui est liée à l'implication financière des mères auprès de leur famille, ce qui, ultimement, peut nuire au bien-être économique des femmes. Donc, en conclusion, un petit wrap-up, un petit résumé de tout ça. La gestion de l'argent au sein des couples, ça a un impact réel, en fait, sur les inégalités économiques entre les hommes et les femmes. Il y a, entre autres, un maintien des inégalités structurelles qui peut creuser cet écart-là, donc des écarts de revenus qui sont
maintenues dans la façon dont on se partage nos dépenses. Puis aussi des normes sociales de genre qui viennent entrer là-dedans, puis qui sont en quelque sorte cautionnées par l'État parce qu'on dit c'est toi le parent principal, c'est à toi de t'en occuper des dépenses pour les enfants, pour la famille. Donc, on peut se demander en fait, c'est quoi les effets à long terme de tout ça, de ces inégalités-là au sein des couples, notamment dans l'accumulation du patrimoine. Et c'est justement ce vers quoi je veux aller vers le doctorat. Donc, je vous remercie pour votre écoute, puis bonne fin d'après-midi.